Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, celle de mon invité. Pour vous, tout a tourné aussi rond que des 45 tours qui ont fait votre légende. Vous n'avez jamais hésité à vous mouiller. De l'eau, vous en avez beaucoup reçu sur la tête. Mais aujourd'hui, ce sont vos paroles qu'on va voir. Bonjour Jackie. Bonjour Jacques. C'est vrai que vous êtes une légende de la télévision. Et Sud Radio, Jackie vient aujourd'hui. Et alors qu'est-ce qui s'est passé? Ils sont tous là à vous écouter et à nous écouter. Il se trouve qu'il y a Platine 45, émission culte. Il y a 2 DVD chez Marianne Mélodie qui sortent et qui prennent les meilleures séquences de cette émission. Mais en même temps, avant de parler de cette émission, on va revenir sur votre parcours étonnant avec des dates clés. Et la première, elle vous concerne presque directement le 16 janvier 64. Vous êtes à l'Olympia pour un concert mythique. Les Beatles à l'Olympia, qui à part pour quelques-uns est un non-événement, parce que la presse s'en fout totalement à l'époque. Oui, il y avait Sylvie Vartan, c'était plus un événement que les Beatles, et Trini Lopez aussi. Oui, exactement. et donc, d'ailleurs, Sylvie Vartan passe en deuxième partie, elle a des photos avec les Beatles, comme Chantal Goya d'ailleurs, qui à la même quelques temps avant a dîné à Woburn en Angleterre avec les Beatles qui étaient totalement inconnus, avec le duc et la duchesse de Bedford. On a de la chance. Voilà. Et vous êtes dans la salle bien sûr parce que les Beatles, vous êtes fan. Ah, je suis fan, oui. Ah oui. Et ça a été le déclic, les Beatles pour moi. Enfin, c'est grâce à eux que j'aime le rock'n'roll, quoi. Alors on ne dit pas encore un concert, on dit un gala. Un gala, oui. Les concerts, ça viendra plus tard. Oui. Et à l'époque, j'ai retrouvé des articles de journaux et des séquences de télévision où on dit qu'est-ce que c'est que ces chevelus, ça n'a pas marché. Oui, en plus chevelus, ils n'avaient pas les cheveux très très longs, quoi. Oui. Mais en même temps, ça ne marchait pas à l'époque. Ça ne marchait pas pour la France. Oui. Oui, mais ça commençait à marcher quand même en Angleterre et aux États-Unis. C'est vrai qu'ils avaient moins de succès que Sylvie Vartan et surtout moins de succès que Trini Lopez. Et vous, c'était votre musique que vous écoutiez. Quoique, il y avait une bataille à la maison, je crois, quand vous étiez enfant, Jackie, parce que vos parents n'écoutaient pas du tout vos musiques. Ah non, pas du tout, non. Qu'est-ce qu'ils écoutaient? Ils écoutaient les Compagnons de la chanson. Oui. Que j'aime bien au demeurant. Oui. C'est comme un des premiers boys band français. Oui. Et puis ils écoutaient aussi des chansons en yiddish, parce que je suis juif polonais. Oui. Et mes parents parlaient yiddish, donc ils écoutaient des chansons yiddish. Voilà. J'avais rien contre, hein, mais bon. C'était pas votre musique. Oui. Et ce qui vous a sauvé, je crois, Jackie, c'est la radio. Oui. Vous avez écouté la radio, vous avez découvert la musique. Absolument. Il y avait 3 radios ou 4 à l'époque. Oui. Surtout Salut les copains, j'écoutais. Oui. Et qu'est-ce que ça vous faisait? Je sortais un peu de ça me faisait du bien, quoi, parce que c'était un peu de l'air frais pour moi, parce que moi c'est vrai qu'à la maison j'écoutais pas de rock, et Salut les copains, je l'écoutais, mais c'est peut-être un cliché, mais en cachette dans ma chambre. Pourquoi? Avec le transistor, parce que mes parents n'aimaient pas ça, quoi. Voilà. Et puis il y a un autre problème, c'est que vous êtes né un 30 avril, mais vous avez été déclaré un 1er mai. Oui, c'est un problème. Mon père m'a déclaré le 1er mai. C'est vrai. Vous êtes bien renseigné, Jacques. Et pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Je sais pas. Je l'ai jamais demandé, mais il m'a pas déclaré le jour où je suis né. En même temps, je suis né le 30 avril à 23h30. Oui. Alors peut-être qu'il a attendu la matinée pour me déclarer. La fête du travail, ça tombe bien. Voilà, le muguet, la fête du travail, oui. Remarquez, Dalida aussi, son âge avait été truqué. Au début, c'était à la mode à l'époque, on disait qu'elle était née en 1938 alors qu'elle était née en 1933. Ah. Ça, c'est plus grave. Moi, je suis né en 48. C'est juste un jour de décalage, quoi. Alors, on connaît votre folie à l'antenne, mais ce qu'on ne sait pas, Jackie, c'est qu'enfant, vous étiez à l'école de la rue Pillet, je crois, un enfant très sage. Ah oui. Mais oui, j'étais rue Pillet. Mais comment vous avez retrouvé ça? Je suis renseigné, vous savez. Vous êtes journaliste d'investigation? Oui, mais positif. Positif, oui. Oui, j'étais rue Pillet. Oui, j'étais très sage. Très sage, oui. Très sage et avec des costumes très sombres, très sérieux. Oui, parce que mon père, qui était tailleur sur mesure, me faisait des costumes à mesure et très sombres. Oui, très sombres. Et à l'école, gris, noir. Et ça faisait sérieux à l'école, ça détonnait pas avec les autres élèves? Oui, je détonnais. J'étais le seul à avoir des costumes à cet âge-là, quoi. Oui. Mais c'était bien. Et alors, vous aviez une passion, c'était le football. Oui, absolument. C'est né comment ça? C'est mon père, parce que mon père est né en Pologne, et quand il était en Pologne avant de venir en France en 36, il était joueur de foot, donc il m'a transmis sa passion. J'ai joué au football d'ailleurs vers l'âge de 9, 10, 11 ans. J'étais au Red Star olympique odonien. Et dans les minimes, je crois. Dans les minimes, absolument. Et vous connaissiez, je crois, tous les noms des joueurs?
Je connaissais absolument tous les noms des joueurs, de toutes les équipes de Division 1. À l'époque, c'était Division 1, c'était pas Ligue 1. Voilà. Et il y avait l'équipe de Reims, il y avait... Le Stade de Reims, le Racing Club de Paris, Nîmes Olympique, enfin, c'était les équipes stars de l'époque. Il y avait Coppa, Piantoni, Fontaine... Vous aussi, vous les connaissez? Un petit peu, quand même. Oui, Vincent, Fontaine, absolument. Oui. Et Roger Marche. Et je suis sûr que vous seriez bien entendu avec Juste Fontaine, parce qu'en dehors des terrains, c'était un homme très drôle, qui est totalement fou, qui racontait des histoires drôles en permanence et qui se déchaînait. Ah, je l'ai jamais connu. Je peux vous dire, je l'ai vu en... Vous l'avez rencontré? J'ai rencontré, oui. Et il racontait quelques histoires pas racontables toujours. Oui. Et puis je crois que le plus beau cadeau de votre enfance, Jackie, c'est un Tépaz. Absolument, oui. On m'a offert un Tépaz. Et là, j'ai enfin pu écouter mes 45 tours. C'était un rêve, le Tépaz? Oui. Ah oui. Pourquoi? Parce que tout le monde en avait un à l'époque. Bah oui, moi j'avais mes copains qui en avaient un et j'étais un des derniers à en avoir, quoi. Voilà. Et je crois d'ailleurs que le Tépaz a été inventé par Marcel Tépaz, qui est le grand-père de Jean-Michel Jarre. Ah, ça, je ne savais pas. Voilà. Et le premier disque que vous avez écouté, le premier 45 tours sur votre Tépaz, Jackie, c'est celui-ci. Sont toutes belles comme le jour. Le premier succès Claude François. Oui, absolument. Pourquoi cette chanson-là? D'abord parce que mes parents me l'avaient offert. Oui. Donc, par politesse, je l'ai écouté. Oui. Mais j'aimais bien à l'époque, c'est vrai, j'aimais bien. Et cette chanson, en fait, Claude François l'a repérée. Elle était destinée à Lucky Blondeau, star des années 60. Il a réussi à la détourner, à changer les paroles avec Blin Buggy, et c'est devenu son premier succès. Absolument. Voilà. Oui. Et Claude François, vous l'avez jamais rencontré? Jamais. Non, je l'ai jamais rencontré. Mais c'est pas au départ, c'est pas votre musique favorite, Claude François? Non. Ah non, c'est pas ma musique favorite, non. Et puis, alors, il y a eu autre chose, c'est Verberie, les colonies de vacances. Ah oui, alors Verberie, ça m'a changé complètement, Verberie. Je suis passé d'enfant-sage à enfant turbulent. Dans le bon sens du terme. Verberie, c'est pas loin de Paris. D'ailleurs, le baron Bic, le créateur des stylos Bic, a eu un manoir là-bas. Oui, c'est dans l'Oise. Exactement. Oui. Et vous partiez en colonie de vacances là-bas? Oui, c'était une colonie de vacances juive. Oui. J'étais dans un mouvement de jeunesse qui s'appelait Noar Kadima, jeunesse en avant qui était totalement laïque. Et là, je fais la rencontre de quelqu'un qui a changé ma vie, mais j'ai changé la sienne, c'est Richard Gottener. Et oui, on l'écoute. Il était là le bouchou piquichou, il était là le plus beau des cookies. Et oui, Gottener, vous avez 12 ans et lui aussi, et vous allez faire la fête ensemble, les 400 coups. Alors on a tout fait, ouais. Tout ce qui est possible. On s'est connus, on avait 11 ans, 3/4, quoi, presque 12 ans. Et oui, on a tout fait. On a même écrit des sketchs ensemble. On se prenait à l'époque pour Poiré Serrault, mais bon, on n'avait pas le talent, mais enfin on écrivait quand même. Mais bon, on avait 15-16 ans quand on écrivait. On a fait des cabarets, on passait en audition libre, mais personne rigolait, tout le monde mangeait, tout le monde buvait. Donc on s'est dit, on voulait faire un truc dans le spectacle, mais on s'est dit, on va faire carrière, on va essayer de faire carrière, mais chacun de notre côté. Bon, ça va, ça nous a pas trop mal réussi. Je crois que vous êtes passé à l'échelle de Jacob, où Brel a débuté. Oui. Et Jacques Canetti aussi, qui avait les 3 baudets, vous a repéré et vous a dit merci, au revoir. Quoi. Oui, merci, au revoir, absolument. Mais qu'est-ce que c'était comme sketch? C'était des sketchs un peu... c'était ce qu'on peut écrire quand on a 18-19 ans, quoi. Oui. C'était... Non, mais c'est vrai que avec le recul, c'était pas drôle, quoi. Je l'avoue. Mais Richard aussi, on est d'accord. Alors, ce qui était drôle, en revanche, c'est le séjour à Londres où vous êtes soi-disant parti pour apprendre l'anglais, Jackie. Oui. Soi-disant. Enfin, j'ai appris un peu d'anglais, mais Ça a été un choc pour vous? Oui, c'est un choc. Oui, j'ai vu des groupes de rock. J'ai vu les Who, les Stones, les Beatles. C'était le Swinging London. Oui, là, c'était ma potion magique. Là. Les Rolling Stones, vous les avez vus là-bas, débutants? Oui, absolument, avec Brian Jones. Oui, absolument. Ils passaient pas encore des salles mythiques, pas encore dans des grandes salles. Non, ils passaient au Marquis, qui est un petit club dans Londres, quoi. Oui. Et ça, vous avez dit, c'est ça que j'aime? C'est ce que j'aime, oui. Oui, absolument. Et puis, vous avez changé de look, c'est-à-dire que le costume sombre, il a disparu. Là, il a totalement disparu, oui. Je suis rendu avec des chemises bariolées, des vestes aussi de couleur, des chaussures qu'on appelait les creepers. C'était des chaussures avec des genre fer à repasser, avec des semelles compensées. Oui. Enfin, c'était un autre Jackie, quoi. Voilà. Et puis, vous habillez au Puce de Montreuil. Oui. Je m'habillais au Puce de Montreuil. J'ai acheté plein de trucs au Puce de Montreuil, des chemises, des pantalons, des vestes. Oui. Papa et maman n'étaient pas un peu étonnés à la maison? Mon père, ça allait pas du tout, qui était tailleur sur mesure, là. J'avais changé de costume, là. Et puis, vous aviez des copains, c'était la bande du drugstore. Oui.
C'était des jeunes qui étaient au drugstore des Champs-Élysées, des jeunes un peu friqués, qui avaient des belles voitures, qui allaient chez Renault. Oui, c'est ça. Et bon, j'aimais bien. Enfin, je les ai rencontrés comme ça, moi, par hasard, hein, dans des boîtes à l'époque. Oui, mais il y a eu un film, La Bande du Drugstore. Oui, j'ai joué. Oui, au début. Qu'est-ce que vous avez joué, Jackie? J'ai joué mon père. Ah bon? Je suis allé voir c'est François Armanel, réalisateur du film, qui m'a appelé. Il m'a dit, voilà, j'ai pensé à toi pour faire un tailleur juif avec l'accent yiddish. Oui. J'ai dit, je vais te faire mon père. J'ai fait mon père. Et d'ailleurs, votre père ne rêvait que d'une chose, c'est que vous repreniez la suite de son commerce. Ah complètement. Il a été extrêmement déçu quand je n'ai pas voulu la reprendre. Ah bon? Oui. Ah oui. Ça vous intéressait pas du tout? Du tout. Non, je me voyais pas... non, je me voyais pas vendre des fringues, quoi. Vous vous imaginiez à l'époque, Jackie, journaliste de rock, je crois. Oui, j'aurais aimé être journaliste de rock. Oui. Mais il fallait faire une école. J'ai fait l'école de journalisme, rue de Rennes. Et alors? J'étais diplômé, mais j'ai jamais fait journaliste. Sauf à entrevue, si, en l'an 2000, voilà. J'étais à entrevue. Ça a duré longtemps, cette école? 2 ans, 3 ans? 3 ans. Ouais. 3 ans. Et un diplôme pour rentrer dans la vie active comme journaliste, quelque part? Oui, rock'n'folk, vous voulez dire? Oui, vous auriez... Et ça n'a pas marché? Non, ça n'a pas marché. Pourquoi? Je sais pas, ils n'étaient pas contents de moi, ou ça n'a pas marché. Bon, il y a eu quand même d'autres succès ensuite, et on va en parler avec une autre date, le 14 février 1973. À tout de suite sur Sud Radio avec Jackie. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, mon invité Jackie. Nous parlerons tout à l'heure de ces 2 DVD Platine 45 avec les meilleurs d'une émission qui a duré 4 ans avec 5 heures de programme. Et là, on revient à une date importante pour vous. 14 février 73, c'est la Saint-Valentin. Oui. Mais ce sont aussi vos débuts professionnels, je crois. Oui, c'est le jour où j'ai rencontré Louis Nucera, qui à l'époque était directeur de la promotion chez Philips, qui après a été directeur de collection chez Jean-Claude Lattès, que j'aimais beaucoup. Qui est devenu un romancier célèbre. Qui est devenu un romancier célèbre et qui est malheureusement décédé. Dans un accident de vélo. De vélo, oui. Par la faute d'un chauffard. Il adorait les chats. Oui, absolument. Il a écrit des bouquins sur les chats aussi. Quand on est chez lui le voir, il y avait plein de chats autour de lui. Absolument, oui. Et donc, vous le rencontrez donc? Alors, je le rencontre grâce à Daisy Lama, qui était la femme de Serge Lama, comme ça je vous dis tout, que j'ai rencontré chez le coiffeur, et qui m'a dit, écoute, à qui je suis devenu copain, elle voyait que j'aimais bien le rock'n'roll, elle m'a dit, écoute Jackie, c'est un jour, il y a une place qui se libère comme attaché de presse, je t'appelle. Elle m'a appelé 15 jours après, elle m'a dit, bon, il y a quelqu'un qui part, donc tu vas rencontrer Louis Nucera. Je l'ai rencontré, et c'était, je me ferai toute ma vie, j'arrive dans son bureau, alors lui il était là, il écrivait, et moi je suis resté 5 minutes debout, alors c'est long 5 minutes qu'on a envie de, voilà, puis au bout d'un certain temps, il me dit, asseyez-vous. Bon, il avait l'accent niçois, je ne le sais pas, asseyez-vous. Il m'a posé 2 questions. Il m'a dit, est-ce que vous parlez anglais? J'ai dit oui, parce que c'était vrai. Est-ce que vous connaissez quelqu'un dans le show business? J'ai dit non, parce que c'était vrai. Et en 2 secondes, je me suis dit, si jamais je lui dis que je suis avec quelqu'un, il va se renseigner, ça va pas être bon. Merci beaucoup. Donc je suis resté en plus de 3 minutes, je suis allé voir Daisy qui était déjà attaché de presse. Je lui ai dit, mais attends, il m'a posé des questions, il va jamais me prendre et tout. Et le lendemain, il m'a appelé chez moi, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de portable. Il m'a dit, vous commencez quand vous voulez. 2 heures après, j'étais chez Philips. C'est fou, ça. C'est fou. Alors, vous aviez aussi travaillé dans la musique, je crois, dans un magasin des Champs-Élysées pendant quelque temps. Oui, au Lido Musique. Oui. Oui. Et aussi chez Gévaudan, à Saint-Germain-des-Prés. Oui, j'étais vendeur en juillet pour payer mes vacances pour partir au mois d'août. Et dans ce magasin Lido Musique qui s'appelait Symphonia à l'époque, oui. Et il y avait une jeune chanteuse aussi qui a démarré, qui a vendu son disque, qui était Sylvie Vartan. C'est-à-dire quand elle a fait panne d'essence avec Frankie Jordan, je savais pas. Elle vendait le disque, mais comme il n'y avait pas de photo sur la pochette, personne ne la reconnaissait. Ah, d'accord, ok. Bien ça. Et alors, donc, vous devenez attaché de presse, mais uniquement d'artistes étrangers au départ. Alors, au départ, oui. Je m'occupais d'artistes étrangers, mais le catalogue chez Philips, c'était quand même sympa. Il y avait Island Records, où il y avait quand même Bob Marley, Cat Stevens, Roxy Music, Traffic, enfin voilà. Il y avait aussi, je m'occupais de Genesis, Peter Gabriel, les Tokinez, les Ramones, le groupe Blondie avec Chrysalis, enfin voilà quoi, c'était bien quand même. Oui, alors vous apprenez ce métier d'attaché de presse sur le tas. Ah oui, je savais pas, même pas ce que c'était moi. Du moment que j'étais dans la musique, c'était bien. Voilà. Alors, effectivement, bon, c'était pas encore les majors, c'était des maisons familiales, Philips, à l'époque. Oui, c'était rue Génère, dans un petit hôtel particulier, dans le 13e. Oui, c'était pas Phonogramme, hein. Voilà. C'était Philips. Oui. Donc, ça consistait en quoi? Je crois que vous preniez des disques sous le bras et puis vous alliez essayer de... à l'époque, oui. En plus, à l'époque, il n'y avait pas de CD, hein, c'était des vinyles, donc c'était lourd. J'essayais de le faire passer en radio, j'essayais d'avoir des papiers dans la presse, d'avoir des télés. Je m'occupais des groupes, j'allais les chercher à Orly, j'allais au concert. Après, il fallait que j'organise le dîner, j'organisais les interviews, voilà.
Voilà. En même temps, aller dans les radios, on était reçus, il y avait 3-4 personnes qui étaient dans leur dossier, il fallait être copain avec eux. Oui, c'est ça, c'était pas évident. Bon, j'ai réussi quand même à faire passer des titres. Et vous aviez la réputation d'être quelqu'un de différent des autres. En général, bon, les attachés de presse, c'était des jeunes filles charmantes qu'on invitait à dîner. Ah, j'ai pas le look, moi. Ouais. Mais en même temps, vous disiez, écoutez, j'ai 4 disques pour vous, 3 sont des merdes, 1 est bien. Oui, moi j'étais cash. Et absolument. Alors généralement, ça marchait. Il me prenait celui que j'aimais bien. Je crois que j'étais le seul à dire ça, parce que tous les attachés de presse, c'était regarde, c'est génial, écoute. Moi, quand j'aimais pas, je le disais, quoi. Oui. Et ça marchait, mais les artistes qui n'étaient pas bons, vous en voulez pas, ils le savaient pas? Ils le savaient pas. Ils l'ont jamais su. Mais c'était un métier particulier à l'époque, c'était pas l'industrie d'aujourd'hui. C'était un peu de l'artisanat. Oui, il n'y avait pas les réseaux sociaux, il n'y avait pas Internet. Non, c'était particulier. Et puis vous aviez ces fameuses tenues différentes qui venaient des puces, là aussi, vous surpreniez. Oui, moi j'arrivais, j'avais toutes mes tenues un peu que j'avais achetées au puce de Montreuil, oui. Et puis on entrait dans une radio sans avoir besoin d'un badge. Ah non, pas de badge. Non, on rentrait comme ça, quoi. Oui. Et on allait voir les programmateurs, le directeur de la programmation. Oui, absolument. On frappait à la porte et c'était bon. C'était bon. C'est plus du tout comme ça maintenant. Ah non, c'est inimaginable. C'est inimaginable. Et à l'époque, vous étiez, je crois, le premier levé et le dernier couché. C'est exact. Oui, parce que oui, c'est vrai. J'arrivais assez tôt chez Philips. Et quand il y avait des concerts, j'amenais les groupes après dîner. Je pouvais me coucher à 3h, 4h du matin. Oui. Vous arriviez à tenir le choc. Oui, mais j'étais jeune. Alors, il y avait en revanche, Jackie, quelque chose qu'on ne pouvait pas vous confier, c'est les clés d'une voiture. Parce que vous n'étiez pas un véritable... Non, je n'étais pas un très bon conducteur à l'époque, c'est vrai. Et je crois qu'il y a eu, devant l'Assemblée nationale, un jour, il y a eu un accident. Ah oui, oulala. Qu'est-ce qui s'est passé? Je sais pas qui, je me souviens plus à qui j'étais. Vous étiez en voiture, et je crois que vous êtes rentré dans une voiture alors que c'était de votre faute. Oui, absolument, oui. Mais pourtant, moi je buvais pas, rien, mais je conduisais mal, quoi. Oui, je suis rentré dans une voiture, je me souviens, ouais. Et parmi les artistes dont vous êtes occupé, il y a eu celle-ci. Léandros qui fait L'amour est bleu en 67 à l'Eurovision. Elle finit 4e. Personne ne croit en cette chanson d'André Pop qui va devenir un succès mondial, Elvis Blue. Et je crois que vous l'avez accueillie à Paris lorsqu'elle est venue faire une tournée. Oui, absolument. Je l'ai accueillie à Paris. Je suis allé chercher Orly. Je vais faire toutes les radios. Oui, je me souviens très bien. Elle était charmante. Et aujourd'hui, elle continue à chanter. Je ne sais pas ce qu'elle est devenue. Elle vit en Allemagne et elle donne des concerts dans les églises pour Noël. Ah très bien. Voilà. Mais elle a fait un succès mondial avec cette chanson. Oui, absolument. Et personne n'y croyait. Il y a des chansons étonnantes comme ça qui apparaissent, on ne sait pas comment. Et ça marche. Ça marche. En revanche, vous avez eu, je crois, Jackie, votre pire cauchemar. Écoutez. My lady Tapanvi, you look so cold tonight. Cat Stevens. Oui, Cat Stevens. Oui. Alors, ça c'est terrible parce que j'adorais Cat Stevens avant de le connaître. Cat Stevens, c'était le premier artiste dont je me suis occupé. Je me souviens très bien, ça faisait 15 jours que j'étais chez Philips. On m'a dit, tu vas le chercher à Orly. Parce que Roissy n'existe pas, donc on a cherché Orly. Et là, ça a commencé. Il est venu avec son manager. Je suis arrivé avec une Mercedes noire. Il voulait une Mercedes rose. Je me souviens, c'était un dimanche. Je dis, non, il n'y aura pas de Mercedes rose. En plus, moi, je parlais anglais, mais il ne voulait pas que je lui parle en anglais. Donc, il fallait que je parle au manager. Ah, d'accord. Qui lui parlait français. Déjà, ça commençait mal. J'arrive dans un hôtel. Je crois que c'était l'hôtel... Au Ritz, je crois. Oui, au Ritz. Au Ritz. Il aimait pas la chambre. Il aimait pas la peinture, les murs. Il fallait changer d'hôtel. J'ai trouvé un autre hôtel. C'était que ça. Après, il voulait un lecteur de CD à l'époque. Enfin, non, une platine. Il n'y avait pas de CD. Il voulait une platine. C'était un dimanche. Je dis, je sais pas quoi faire. J'ai appelé Azan, qui était le PDG de Phonogramme. J'avais pas son portable, mais son fixe. Il m'a dit, écoutez, Jackie, vous allez rue Génère, vous vous débrouillez, vous prenez ma platine dans mon bureau et vous le ramenez. Ce que j'ai fait, je suis allé rue Génère. J'ai vu le gardien, j'ai ramené la platine. Et après, il a dit, j'ai faim, mais il était végétarien. À l'époque, il n'y avait pas de resto végétarien. Ça n'a pas arrêté. Je n'ai plus jamais écouté un disque de Cat Stevens depuis 1973. Voilà. D'ailleurs, il continue à faire une tournée internationale depuis 2-3 ans. Et il s'occupe de causes philanthropiques, mais tant pis pour lui. Mais j'en veux pas, de prescription. En revanche, je sais, Jackie, qu'il y a un groupe qui vous doit tout. Au bonheur des dames. Ils doivent pas tout, mais ils me doivent beaucoup, oui. C'est-à-dire, racontez-moi. Au bonheur des dames, je les ai connus au Golf Drouot. C'est moi qui les ai signés chez Philips. Et j'étais leur attaché de presse et vraiment, j'adorais ce groupe. Je suis très ami avec Ramon Pipin.
Et j'ai vraiment fait le forcing auprès des programmateurs pour qu'ils passent aux les filles, quoi. Et c'est vrai que c'est devenu un tube. Oui, mais au départ, c'est même vous qui avez provoqué la signature, je crois. Absolument, oui. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai emmené le directeur de la production, Goff Drouot, et je lui ai dit, il faut que tu signes ça, parce que ça va être bien. Il n'y croyait pas, il m'a écouté. Il n'a pas regretté, parce que le premier album a vendu beaucoup, quoi. Et d'ailleurs, il y a eu ensuite le groupe Odeur. Oui, il y a eu Odeur, absolument. Et Odeur, il faisait monter un spectateur sur scène pendant le spectacle. Je ne sais pas si vous vous souvenez, Jackie. Très bien. Oui. Et il y avait un dîner qui était servi aux spectateurs. Oui, absolument. Oui. Chose qu'avait inventé Robert Derry dans Les Branquignoles, où il y avait une loge pour un spectateur sur scène. Je me souviens, oui, absolument, Robert Derry. Ouais. Et le Goff Drouot, alors justement, c'était un de vos quartiers généraux? Ah oui, j'adorais le Goff Drouot. C'est là où tout se passait à l'époque. C'est là où il y avait les groupes de rock pas très connus, qui démarraient, qui étaient intéressants. Oui, j'adorais Henri Leproux. Voilà, Henri Leproux était le patron, avait transformé un bar qui était... C'était un bar très anodin au départ, oui. Et vous croisiez des débutants célèbres Bon, Johnny venait de temps en temps. Il y avait Johnny, il y avait Eddie Mitchell, il y avait Dick Rivers, il y avait Lucky Blondeau, enfin, il y avait tout le monde, quoi. Et on rentrait facilement? Oui, assez facilement à l'époque. On se faisait des copains? Oui, il n'y avait pas de physionomiste à l'époque. Il y avait le tremplin du vendredi, je crois. Oui, absolument. C'était un concours, je crois. Concours, hein. Oui. C'est-à-dire? C'était un concours, et quand le groupe le gagnait, il avait le droit de passer au Goff Drouot plusieurs fois de suite. Et c'était, vous étiez attaché de presse, mais en même temps, avant d'être attaché de presse, vous fréquentiez déjà le Goff Drouot? Oui, bien sûr. Là, je travaillais pas quand je faisais le Goff Drouot. Et au Bonheur des Dames, finalement, ça donnait un succès. Vous avez repéré comme ça d'autres groupes ou c'est le seul? Oui, j'ai repéré Bijoux aussi. C'est moi qui ai signé Bijoux chez Phonogramme. C'est moi qui ai présenté Bijoux à Serge Gainsbourg. Oui, absolument. Et bien justement, Serge Gainsbourg, on va en parler dans quelques instants, à travers une autre date, le 15 mai 1973. À tout de suite sur Sud Radio avec Jackie. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, mon invité Jackie. Nous parlerons tout à l'heure du meilleur de l'émission TV culte des années 80, Platine 45, que vous présentiez. Mais là, on revient à une date 15 mai 1973. Cette chanson a failli devenir d'actualité à la suite d'un infarctus de son interprète. Je suis venu te dire que je m'en vais. Et tes larmes n'y pourront rien changer. C'est que Gainsbourg, ce jour-là, a eu un infarctus. Oui. Il s'en est tiré. Et Gainsbourg, un jour, Louis Nucera vous appelle dans son bureau, Jackie, et vous dit, est-ce que tu veux t'occuper de Serge Gainsbourg? Je crois que j'ai répondu même avant qu'il pose la question. Enfin, j'étais fan absolu, moi, de Serge Gainsbourg. Ah oui, depuis toujours? Ah, depuis toujours, oui. Et quand il m'a proposé ça, mais il m'a dit, attends, il faut d'abord que tu le rencontres. C'est parfait. Et pourtant, Serge Gainsbourg n'avait pas beaucoup de fans au début. Quand il a commencé en 58, grâce à Boris Vian et Michel Arnaud, il faisait des télés, une émission qui s'appelait Chez vous ce soir. Il passait pratiquement toutes les semaines en chantant Le Poissonneur de Lilas. À part Montand et Signoret, ça n'intéressait personne. C'est vrai, au départ, tout le monde... Oui, c'est vrai, vous avez raison. Et vous êtes devenu fan tout de suite, vous? Peut-être pas en 58, j'avais 10 ans, mais je dirais en 60, 62, vers 13-14 ans. Quoi. Et pourquoi? Parce que c'était autre chose? Il parlait, j'aimais bien ses textes, j'aimais bien ce qu'il me racontait, j'aimais bien ses musiques, j'aimais bien l'allure du personnage, le charisme. Donc, vous arrivez chez lui, rue de Verneuil. C'est lui qui m'ouvre en plus. Nucera me dit, t'as rendez-vous avec lui, vas-y. Je sonne et c'est lui qui m'ouvre. Alors là, déjà, j'étais tétanisé, quoi. Et déjà, vous vous présentez et il vous trouve un point commun tout de suite. Oui, on était juifs ashkénazes tous les deux. Je sais pas si c'est pour ça qu'il m'a choisi, mais ça nous a rapprochés, oui. Et donc ensuite, vous faites connaissance. On fait connaissance. Il était très timide. Moi, je suis pas timide normalement, mais quand j'ai Serge Gainsbourg, vraiment, il y avait des temps morts. Mais ça s'est bien passé. Finalement, il m'a choisi parce qu'il en a vu 2 autres aussi. Voilà. Oui, il fallait quelqu'un. Ouais. Alors, à l'époque, il servait à tous ses invités de la vodka. Oui. À 15h. Oui, je me souviens. Alors, c'est un journaliste de rock and folk qui s'appelle Jacques Collin, d'ailleurs là je me souviens très bien, parce que parfois Serge Gainsbourg il faisait semblant de boire, mais il faisait boire le journaliste qui était en face de lui. C'est pas vrai. Oui, il fait semblant d'être. Il m'a dit là j'ai pas envie de boire, mais je vais être semblant d'être bourré, comme ça c'est mon image de marque. Et le journaliste qui s'appelle Jacques Collin, lui, ne buvait pas d'alcool, mais pour faire plaisir à Serge Gainsbourg, il a bu à 15h, il était ivre-mort, mais ivre-mort. Ça, je me souviendrai toute ma vie. Mais le cocktail, c'était à base de vodka, il avait une spécialité. Oui, vodka tomate. Voilà. Oui. Et il vous en a proposé? Oui, mais moi, c'était du bout des lèvres aussi. Voilà. Enfin, dans la journée. Non, mais je buvais pas parce que le soir, c'est moi qui le ramenais, donc il n'avait pas de permis. Donc, voilà. Et d'ailleurs, c'est peut-être pour ça qu'il vous a choisi, Serge Gainsbourg, Jackie. Pourquoi? Parce qu'il n'avait pas le permis? Non, parce que vous ne buviez pas, ça le rassurait. Ah, peut-être, oui. Et alors, à l'époque, Serge Gainsbourg, faut le savoir, Jackie, c'était pas l'icône dont on se recommande aujourd'hui.
C'était pas du tout l'icône, mais il avait quand même des succès, mais qui venaient pas. C'était pas lui qui les interprétait. Lui, il voulait vendre ses propres disques. Et c'est vrai qu'il en vendait pas. Il a été disque d'or à titre posthume, quoi. Oui. Sauf aux armes, etc. De son vivant, il a été disque d'or. Voilà. C'est-à-dire que vous arriviez dans les radios avec ces albums. Je me faisais jeter. On me disait, alors la phrase magique, c'était « Ce n'est pas la couleur de l'antenne ». Ça voulait dire « On ne te le passera jamais ». Quoi. Oui. Il y en a un qui me l'a passé, c'est Jean-Bernard Hébet sur RTL. Sinon, personne. Personne. Mais comment ça se fait? Je ne sais pas. Je dis non, ça va pas, c'est pas populaire. Je me suis fait jeter partout, Europe 1, Inter. Et Gainsbourg, alors, sa réaction? Il était malheureux, quoi. Mais il m'en voulait pas. Il voyait bien que je travaillais pour lui, quoi. Et quand il a eu ce disque d'or aux armes, etc., c'est le dernier dont je me suis occupé, parce qu'après j'ai fait de la télé. Il était content, quoi. Il était ravi. Non, c'était... Puis j'adorais, c'est un vrai gentleman, quoi, Gainsbourg. C'est-à-dire? C'est un gentleman. C'est moi, il m'a appris la vie, il m'a appris à me comporter avec les gens, il était hyper généreux, il était très professionnel, toujours ponctuel, il voulait toujours relire les papiers. Non, c'était quelqu'un de très très bien. C'est-à-dire vous relisiez aussi les interviews quelquefois, parce qu'il en rajoutait. Oui, absolument. Et alors? Ça, on laissait faire. Hein. Voilà. Ouais. C'était son image, de toute façon. Oui, c'était toujours son image. Oui. Mais au début, il n'était pas aussi provocateur qu'il l'est devenu, Serge Gainsbourg. Non, mais il a compris qu'en étant provocateur, peut-être que ça pouvait marcher mieux, donc il était provocateur. Parce que sinon, ça marchait pas. Non, ça marchait pas. Mais il avait besoin de cette reconnaissance, même au fond de lui-même. Ah oui. Il avait besoin qu'on le reconnaisse, il avait besoin oui, c'est ça, de reconnaissance, absolument. Et dans les interviews, moi je me souviens d'interviews où il était d'un calme absolu, pas un mot plus haut que l'autre, Jackie. Oui, il était à la limite très plat, oui. Et je pense que c'était voulu, il s'est un peu énervé sur la fin parce que il s'est rendu compte justement qu'en étant un peu agressif ou taquin, ça marchait mieux. Voilà, mais il était aussi agressif et taquin quand il avait bu. Oui, parce que malheureusement, parfois, il buvait vraiment, oui. Voilà. Et dans ces cas-là, comment on faisait? Il fallait que je gère. Hein. Et alors? Je faisais ce que je pouvais. J'essayais de le ramener à la raison. C'est pas facile. Et à la maison, d'ailleurs. Voilà. Mais il faut savoir, moi je me souviens d'une interview de Gainsbourg, au micro il parlait et hors micro il parlait normalement. Oui, bien sûr, parce que je vous dis, je donnais ce personnage de mec un peu beaucoup ivre même. Mais il n'était pas encore Gainsbourg quand vous l'avez connu. Ah non, moi je me suis occupé de Gainsbourg, je me suis jamais occupé de Gainsbourg. J'ai revu Gainsbourg à Platine 45 et aux Enfants du Rock, on a fait un spécial avec Antoine Decaune. C'est pas ce qu'il a fait de mieux Gainsbourg. Moi je pense que c'est ce qu'il a fait de moins bien. Oui, ça n'a rien apporté. Rien. Pour moi, rien. Ouais. Et moi, je me souviens d'une phrase que Charles Trenet m'a lancée le jour de la mort de Gainsbourg. Il m'a dit Gainsbourg a tué Gainsbourg pour se venger de l'avoir créé. Oui, c'est beau, c'est ça. C'est exactement ça. Il a tout à fait raison. Alors, il y avait aussi une chose très particulière chez Gainsbourg. Et moi, j'allais souvent rue de Verneuil, dans son hôtel particulier tout en noir. Tout était à sa place. Absolument. Il fallait absolument pas déplacer de 2 cm un cendrier. Il le remettait immédiatement en place. Il était très maniaque. Très maniaque. C'est curieux, ça. Oui, c'est comme ça. Ça faisait partie de sa précision. Oui. Il racontait aussi quelquefois n'importe quoi dans les interviews. Oui, il inventait des choses, oui. ça le faisait rire. Mais moi, je le savais, je le connaissais par cœur. Donc, vous laissiez faire? De toute façon, j'allais pas intervenir, hein, je peux pas. Bien sûr que je laissais faire. Et puis, il y avait le soir. Alors, le soir, c'était... Racontez-moi les soirées avec Gainsbourg. Le soir, c'était... Serge, il aimait les extrêmes. C'est-à-dire, il aimait soit les palaces, soit les bars à putes. Oui. Il n'aimait pas les petits restos comme ça. Donc on allait soit dans les palaces, soit dans les bars à putes. Et alors? C'était sympa, moi j'aimais bien. Oui, mais en même temps, il ne pouvait pas rester chez lui. Non, il sortait tous les soirs. Et pourquoi? Parce qu'il n'aimait pas. Il me disait toujours qu'il pouvait rester chez lui dans la journée, mais le soir, il fallait qu'il sorte. Il était angoissé à l'idée de rester chez lui le soir. Donc il voyait des gens, il n'en voyait pas. Parfois on sortait tous les deux, mais tous les soirs dehors. Et alors, ce qui est étonnant aussi, c'est qu'il fréquentait à l'époque tous les clubs à la mode. Il y avait l'Élysée Matignon, Castel... Ah oui, il adorait ça. Il arrêtait de voir les filles danser, il invitait des filles à sa table. Oui, il adorait ça. Oui. Et vous étiez là, à côté? Oui. J'étais payé pour ça, en quelque sorte. Et c'était une époque de folie, une époque qu'on ne peut plus imaginer. C'est plus possible maintenant, ça, non plus. Oui. Moi, je me souviens de Gainsbourg à l'Élysée Matignon. Il y avait toujours à sa table une douzaine de personnes. Oui, parce qu'il aimait bien être entouré aussi. Oui. Et il fallait le ramener après. Je le ramenais, même si j'avais des incidents à l'Assemblée nationale ou des accidents, je faisais attention. Oui, je le ramenais chez lui. Mais vraiment chez lui, parce que c'est tout juste si je le bordais pas, parfois. Mais quelquefois, moi, je me souviens, quand il rentrait chez lui un peu éméché, il se mettait au piano, il composait. Oui, absolument. Oui, il aimait bien ça. Oui. Et il a créé des chansons comme ça à 2h du matin? Oui, enfin des débuts de chansons, parce que le lendemain, il fallait qu'il reprenne tout quand même.
Et je me souviens aussi du quart de police qu'il ramenait chez lui de temps en temps. De temps en temps, oui. Vous avez vécu ça? Oui, j'ai vécu. De temps en temps, il me dit non, Jackie, laisse-moi, je me fais ramener. Bon, je leur faisais confiance, c'était des flics. Donc... Il adorait. Il était copain avec des flics. Ouais, et il était très populaire à l'époque. Ah oui, ah bah oui. Mais la fin de sa vie était beaucoup plus dure. Vous ne l'avez pas revu après? Si, je l'ai revu quand je faisais Les Enfants du Rock, Platine 45, je le revoyais de temps en temps. Là, oui, c'était dur. C'était dur. Pourquoi? Bah là, il buvait beaucoup, vraiment tout le temps, dès le matin jusqu'au soir. C'était un peu difficile, quoi. Pour lui et pour les gens qu'il fréquentait. Voilà. Mais vous lui devez beaucoup. Je crois qu'il vous a appris la vie et il vous a fait ses confidences, Gainsbourg. Il m'a fait des confidences, absolument. Sur quoi? Sur lui? Sur sur lui, sur les femmes qu'il a aimées. Mais bon, ça reste un peu privé. Mais il avait besoin de se confier. Oui, enfin, moi, il se confiait. J'étais même très étonné parce qu'on n'était pas amis. On n'est pas amis avec Serge Gainsbourg, mais bon, on était assez liés, quoi. Oui, il m'a fait des confidences. Et après, vous l'avez quitté et vous avez changé de vie. Écoutez ceci. Récré à deux, enfin récré à deux. Quel plaisir ça me fait de vous retrouver. Eh oui. Bah oui, je passe de Gainsbourg à Dorothée, c'est ça. Exactement. Alors, je crois que la première récré à deux que vous avez présenté, c'était avec Zabou, le 11 mars 1981. Oui, ça je sais que 181. Avec Zabou, oui. Comment c'est venu ça? Alors récré à deux, c'est venu, c'est Jacqueline Joubert qui m'a engagé. Jacqueline Joubert, c'est la mère d'Antoine Decaune. C'était aussi la directrice de l'unité jeunesse d'Antenne 2. Et moi, la première émission de télé que j'ai faite, c'est pas récré à deux, c'est Chorus avec Antoine Decaune. Donc elle regardait les émissions de son fils, elle m'a trouvé drôle. Et elle m'a dit, Jackie, si vous voulez, venez pour 2 mercredis, remplacer Dorothée, qui à l'époque allait partir tourner un film de Robert Enrico, je crois. Pile ou face, oui. Pile ou face. Oui. Et je devais faire 2 mercredis, puis je suis resté 10 ans. Quoi. Alors c'était avec Zabou qui débutait aussi. Oui, c'était récré à 2 semaines. Oui, je me souviens très bien. Oui. Et effectivement, la première émission, je sais qu'il y a les Paladins de France qui passent, le Disco Rébut, il y a Monsieur Rougier qui chante l'huître, Félix le chat, Marabout de ficelle. Et puis vous faites un numéro de danse avec Zabou dans cette première émission. Oui, je me souviens. Qu'est-ce que c'est? Pourtant un piètre danseur. Hein. Ouais. Mais c'est venu comme ça, il fallait improviser? Oui, il fallait improviser. Non, Jacqueline Joubert nous avait proposé de faire ça, quoi. Enfin, pas proposer, c'était... Oui, et puis il y avait un rédacteur en chef tout jeune. Qui est William Lémergie. Oui. Oui, absolument. Il était rédacteur chef de récré à deux. Et à l'époque, il s'occupait uniquement des enfants et de la jeunesse. Oui, c'est ça. Ah oui, c'était avant... Télématin, avant le JT de 13h. Il dirigeait l'émission et vous vous retrouviez... Oui, avec Cabu, il y avait Cabu aussi. Et Cabu aussi qui était là. Oui, oui. Qui est tout gentil. Tout... Ah bah, Cabu, toujours gentil, oui, bien sûr. Voilà. Et d'ailleurs, ça tranchait, il faisait rire avec des choses qu'il ne pouvait pas mettre dans Charlie Hebdo. Voilà, c'est ça, c'est un truc de fou. Et Chorus, justement. Chorus, c'est né parce qu'un jour, Antoine Decaune vous a appelé. Racontez-moi, Jackie. Bah, c'est-à-dire que moi, je le voyais, Antoine Decaune, parce que j'étais attaché de presse et je lui proposais des groupes, quoi. Puis on s'est liés d'amitié, mais c'est lui qui m'a proposé de présenter Chorus. Parce que à l'époque, il n'y avait pas tellement d'émissions de... Mais non. Et en plus, je le rassurais un peu. Lui, il était face caméra, moi, je parlais pas. Donc, j'étais le premier présentateur muet de la télé, peut-être le seul d'ailleurs. Oui. Je lui mettais les doigts dans le nez, les doigts dans l'oreille. Et puis, le duo a fonctionné. On s'en rendait pas compte, mais ça a vraiment fonctionné, quoi. Vous ne pensiez pas faire de la télévision à l'époque, Jackie? Non, pas du tout. Moi, j'étais attaché de presse, je voulais terminer directeur de promo, peut-être, je sais pas, directeur de production chez Philips. Ah, pas du tout. C'est un hasard total. Oui, et en plus, je crois qu'Antoine Decaune vous avez choisi, parce qu'on ne le sait pas assez, il est beaucoup plus timide qu'on l'imagine. Ah, mais il est très timide, Antoine. Et il se retrouve à présenter l'émission, et je vous dis, ça le rassurait. Ma présence le rassurait, quoi. Et c'était une émission de rock'n'roll, bien sûr. Ah, bah oui, purement. 37 minutes de musique live. Et à l'époque, il y avait, je crois, 2 émissions, dont une de Patrice Blanc-Francard, mais rien d'autre. Pop 2, Blanc-Francard, oui. Voilà, rien d'autre. C'est une des premières émissions de rock'n'roll, ouais. Il y a eu aussi Bouton Rouge de Jean-Claude Lattès. Oui. Pas Jean-Claude... Pierre Lattès. Oui, Pierre Lattès, pardon, excusez-moi. Et c'est vrai que ça n'intéressait que peu de gens à l'époque. Ah oui, mais à l'époque, il n'y avait pas d'audimat. Enfin, il y en avait, mais tout le monde s'en foutait, donc on a continué comme ça. Alors, il y en a qui s'en foutaient pas, c'est le directeur de Philips qui a très mal pris le fait que vous alliez... oui, je me suis fait virer. Pourquoi? Parce qu'il voulait pas que je fasse Chorus et récré à deux à l'époque et que je m'occupe de la promotion. Mais Serge, il est allé le voir et il m'a dit, t'inquiète pas, je vais arranger ton coup. Et Serge a dit, mais alors, s'il n'y a plus Jackie, qu'est-ce que je fais? Le directeur lui dit, il faut choisir quelqu'un d'autre. Il lui a dit, j'ai choisi quelqu'un d'autre, ce sera Jackie. Donc, j'étais en freelance pour Gainsbourg. Donc, il était obligé de me payer, et beaucoup plus cher que si j'avais été salarié. Parce que lui, il s'en foutait que je fasse Chorus et récré à deux. Bien sûr. Mais ils l'ont très mal pris chez Philippe. Ah, très mal. Oui. Mais Gainsbourg vous a sauvé dans ces cas-là. Bien sûr.
Bien sûr, et Bachung aussi. Bachung ? Oui, parce que je m'occupais de Bachung et lui aussi m'a dit, moi je m'en fous, je veux bientôt en freelance. Voilà. Et tous ces gens-là se sont trouvés dans une émission qu'on va évoquer à travers une autre date, le 15 septembre 2022. À tout de suite sur Sud Radio avec Jackie. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, mon invité Jackie, nous avons parlé de vos débuts, de votre métier d'attaché de presse, de vos débuts dans Chorus, et puis sort le 15 septembre 2022 le meilleur de l'émission TV culte des années 80, c'est-à-dire Platine 45, 2 DVD chez Marianne Mélodie, et c'est vrai qu'il y a eu 4 années d'émission, et cette émission est devenue culte, et elle est née, je crois, d'une idée de Pierre Lescure un jour. C'est Pierre Lescure qui en a eu l'idée, qui à l'époque était directeur des variétés d'Antenne 2, que j'avais connu à RMC, il a trouvé aussi Les Enfants du Rock. Un jour, il me propose, il m'a dit voilà, j'ai envie de faire une émission de clips, mais pas de hit parade. Des clips, ce sera des tubes, mais il n'y aura pas de classement. Voilà. Et il m'a proposé la présentation, il a proposé la réalisation à Pat Le Guen. Et c'est né comme ça, avec ce générique. Et c'est vrai que toute une génération connaît Platine 45. Bien sûr. Ça passait le mercredi, je crois. Alors ça passait le mercredi à 17h30, juste après Récré 2, rediffusé le samedi matin à 11h30. Et c'est vrai que ce générique, c'était une musique composée et jouée par Jacques No, qui s'appelait Roulette Russe, avec une guitare électrique qui tournait sur elle-même comme un 45 tours. Absolument. C'était né comme ça ? Ah oui, c'est né comme ça. Le son, donc, c'est Jacques No, et l'image, c'est donc Pat Le Guen qui avait trouvé ça. Donc pendant 4 ans, vous présentez cette émission. 5 ans. 5 ans. Oui, c'est 82-86. Oui, donc ça fait 5 ans quand on s'est compté. Oui. Alors ça durait 30 minutes, mais c'était une émission qui demandait beaucoup de préparation. Ah bien sûr, parce que on était la seule émission de clips, et je crois qu'on est la seule, même en 2022, à réaliser les clips. Il n'y avait aucun clip de maison de disque, donc ça demande effectivement de la préparation, quoi. Et surtout, il y avait des artistes. Oui, je faisais 5 plateaux par émission, et chose que je ne pourrais plus faire maintenant, je voyais les artistes que j'invitais avant, et on écrivait des sketchs avant l'émission. Comment est née cette idée, Jackie ? De moi, tout simplement. J'avais envie et ça a marché, quoi. Et c'était beaucoup mieux de savoir ce qu'on faisait avant le tournage avec l'artiste. Et à l'époque, les clips, c'était novateur. Totalement, oui. L'avènement du clip, c'était 80, oui. Totalement novateur. On était, oui. C'était génération MTV. Oui, absolument. C'est-à-dire que vous êtes le premier à avoir fait des clips à la télévision, pratiquement. Oui, en France, oui. Mais c'était alors les clips maison encore fallait les tourner. Pat Le Guen les tournait, fallait les fallait les préparer, les tourner, les monter. Oui. C'était un énorme travail. Oui, c'était du temps plein, oui. et donc voir les artistes, il fallait encore qu'ils acceptent à l'époque. J'étais très surpris parce qu'ils ont tous accepté, et non des moindres, parce que j'ai eu Isabelle Adjani, Catherine Deneuve, Gérard Lanvin, Michel Blanc, Mylène Farmer qui m'embrassait sur la bouche. Donc, alors justement, on va faire un petit tour d'horizon de ceux que vous avez reçus et qui sont dans ces 5 heures de DVD, absolument. Parce que c'est quand même des moments cultes de la télévision, encore une fois, qu'on ne pourrait pas imaginer aujourd'hui. Il y avait des rencontres en tête-à-tête pour préparer ça. Oui, absolument. Et ils écrivaient, ils acceptaient d'écrire ? Oui, absolument. On écrivait à 2. Ce serait impensable aujourd'hui, quoi. Voilà. Alors, il y avait des dîners en tête-à-tête, je crois, avec Coluche, sauf que... Oui, alors Coluche, il voulait pas le faire, il voulait pas écrire, sauf qu'on s'est pas du tout retrouvé en tête-à-tête, on était à peu près une trentaine, rue Gazan, chez lui. Oui. Il m'a dit, viens, on se verra tous les deux, on était 30. Mais c'est pas grave, on n'a rien fait. Et c'était il venait 2 jours après en studio, il est venu avec sa moto, et c'était génial, il a improvisé. C'était le seul qui a pas voulu... Quand on se trouve comme ça, avec 30 personnes autour... on peut pas bosser, quoi. Ouais. Puis, bon, en même temps, c'est la fête. Oui, j'ai passé une super soirée. Voilà. Après, je suis revenu, on est devenus potes, quoi. Mais c'est vrai que vous avez dans votre vie, et même pas seulement avec Gainsbourg, vécu des super soirées qu'on ne peut pas imaginer aujourd'hui, Jackie. Je pense qu'on ne peut pas les imaginer, oui. C'est-à-dire ? Enfin, on peut les imaginer, mais elles n'auront pas lieu, quoi. Voilà, c'est-à-dire parce que c'était les années 80, c'était... Il y a voilà, c'était sympa, quoi. On écoutait de la musique, certains buvaient. Il y avait un vrai échange avec les gens. On était ensemble jusqu'à 3h du mat, mais pas parce qu'on voulait rester jusqu'à 3h du mat, c'est parce qu'on était bien ensemble. Alors, il y a quand même dans ce DVD Platine 45 des moments difficiles, notamment Françoise Hardy. Ça n'a pas été simple. Non, ça n'a pas été simple, Françoise Hardy. Racontez-moi. Je suis allé la voir, elle habitait rue Allée, dans le 14e. Avec Jacques Dutronc. Oui. Mais j'aimais bien Françoise Hardy, mais elle était au début très froide, très distante. Et je me souviendrai toute ma vie, j'avais pas de stylo, donc elle m'a donné un Mont Blanc. Et
J'ai cassé le Mont Blanc. Je la connaissais pas. Hein. J'ai cassé la pluie du Mont Blanc en écrivant. Alors là, bon, il y a eu 5-10 minutes de froid. Il y a eu des temps morts. Bon, après, ça s'est arrangé. Mais je me souviendrai toujours de ça. Mais elle voulait pas faire de sketch en plus. Non, elle voulait pas. Elle voulait pas. Donc on n'en a pas fait d'ailleurs. Ouais. Mais bon, on a parlé d'elle sur le plateau. Et puis, il y a aussi, je crois que c'est unique dans l'histoire de la télévision, vous avez fait une émission sans parler, en imitant la carpe, avec des sous-titres en japonais. Alors, c'est pas exactement ça. Alors, avec Richard Gottener, on imitait la carpe farciste, et ça donne ça. Parce que le carpe farci est une spécialité ashkénaze, et que Richard est ashkénaze comme moi, mais là, ça c'est impensable. Parce qu'il y avait 5 plateaux de 3 minutes qui faisaient... Et avec Michel Jonas, on a fait les présentations en yiddish sous-titrées en japonais. Ce qui est hallucinant, un mercredi à 17h30 quand même. Ça, on ne pourrait pas le faire maintenant. Il n'y a pas eu de protestation? Aucune. Je sais pas, ça passait. C'était des fans, donc ils se sont marrés sûrement. Quoi. Et vous parliez yiddish? Oui, mes parents, c'est pratiquement ma langue maternelle, quoi. Et puis il y avait Dutronc aussi. Ah oui, Jacques Dutronc, c'était bien. C'est la chanson Merde in France. Il m'a dit, Jackie, j'ai une super idée, on va tourner dans une déchetterie, une vraie, avec des éboueurs. Et je vais te faire visiter comme si c'était chez moi, pièce par pièce. Et il avait fait venir des mannequins pour sa salle de bain. On les avait couverts de boue. Enfin, c'était hallucinant. Et à la fin, on part avec les éboueurs. Comme ça, c'est le dernier plateau où on dit au revoir. Voilà. C'est Jacques Dutronc. J'ai adoré cette présentation. Non, mais Jacques Dutronc, toujours, à l'époque, il ne se baladait jamais dans les rues sans ses farces et attrapes. Oui. Et il avait un assistant Calafate qui était habillé en homme préhistorique avec une massue. Absolument. Voilà. Eddie Calafate. Ouais. On ne peut pas imaginer ça aujourd'hui. C'est impossible. Puis il avait toujours ses copains corses qui étaient sur le tournage aussi. Oui. Mais c'était un faux nonchalant en plus. Il travaillait beaucoup. Ah, c'était un gros bosseur, Jacques. Ah oui, bien sûr. Dans ce genre Oui. Et puis il y a quelqu'un aussi que vous rencontrez et ça se termine par une chanson. Tétéou. Bah oui, Tétéou, c'est le duo que j'ai fait avec Liu. Bah Liu, pareil, il venait à Platine 45, on est devenus amis, et on a dit, tiens, ce serait bien de faire, on savait pas trop quoi faire ensemble, on voulait faire un truc ensemble. Et un jour, Alain Chamfort, qui à l'époque vivait avec Liu, est venu avec une mélodie, c'était Tétéou. Et j'ai dit, bah, je vais appeler mon pote Boris Berman, que j'avais connu quand je m'occupais d'Alain Bachung. Et en une après-midi, il a fait les paroles. Et voilà, et on a enregistré ça à Bruxelles et youpi. Et vous ne pensiez pas que ce serait un succès? Ah bah non, je pensais pas, oui, on a bien vendu. Hein. C'était pour le plaisir? Ah, uniquement, franchement. Et je crois que cette chanson a été enregistrée après un déjeuner portugais. Oui, un déjeuner qui a démarré quand même à 17h30. Donc c'était mi-déjeuner, mi-dîner chez Alain et Vanda. Enfin, chez Alain Chamfort et Léo. Oui. Et parce qu'elle faisait la cuisine elle-même? Oui. Mais ça prenait du temps. Oui. Mais c'était très bon. Hein. On arrivait à midi, on a déjeuné-dîné à 17h30. Voilà. Et ensuite, il y a eu l'enregistrement de la chanson. Oui. Et c'est vrai que Lio, on la voit peu, mais c'est quelqu'un qui a marqué son époque et bien sûr, qui avait une folie totale. Oui, j'adorais. Moi, elle était complètement décalée. C'est quelqu'un de très intelligent, mais qui a compris plein de choses. Mais bon, c'est vrai qu'au quotidien, parfois, elle est compliquée, quoi. Mais bon, moi j'adorais. Enfin, j'adore Lio. Et puis, il y a Isabelle Adjani, quand même. Avoir Isabelle Adjani sur le plateau comme co-présentatrice de Platine 45, c'est né comment, ça? Bah, c'est né que j'ai demandé à Isabelle, elle a dit, OK, on s'est vu. Et là aussi, je me disais, mais je sais pas trop ce qui va se passer. Mais elle a été hyper sympa. Elle m'a dit, Jackie, moi j'aime bien vos fringues. Enfin, j'aime bien tes fringues. On s'est situé assez rapidement. Je vais prendre tes fringues, je vais venir sur le plateau avec ton pantalon, ta chemise et tout. Elle l'a fait. Et puis elle m'a dit, j'ai envie de faire le canard. Ben, je lui ai fait le canard. Elle a fait le canard. Enfin, des trucs de fou, quoi. Mais comment on peut expliquer ça? Parce qu'en général... Ben, j'avais un personnage comme ça. Les gens, je pense, avaient confiance en moi, avaient envie de déconner. C'est une époque déconnante, les années 80, quoi. Et elle a présenté l'émission avec vous? Ah bah oui, elle a fait 5 plateaux avec moi. Qui sont hilarants, qui sont dans le DVD, d'ailleurs. Bien sûr, qu'on découvre dans ce DVD. Et puis, grâce à elle, vous avez fait du cinéma dans Subway. Oui, alors ça, j'ai pas compris. Elle m'a dit, tiens, Jackie, tu vas jouer avec moi dans Subway? Ben, j'ai dit, ouais, mais je sais pas comment dire, moi. Ouais, mais c'est pas grave, là, tu vas venir, là, il y a une séance. Elle m'a présenté à Luc Besson, lui qui m'a dit, OK. J'ai joué le rôle du préfet. J'étais en costard gris, je retrouvais mes costards que me faisait mon père, avec des lunettes de sécurité sociale. J'ai joué à côté d'elle, voilà, c'était marrant, c'était bien. Et vous savez qu'au départ, dans ce film Subway, ça devait être Charlotte Rampling et Sting qui devaient avoir les rôles principaux. Absolument. Oui. Ils n'ont pas pu, et finalement, on a fait appel à Christophe Lambert et Isabelle Adjani. Isabelle Adjani a été choisie parce que le clip de Pull Marine avait été réalisé par Luc Besson. Oui. Voilà. Et vous avez gardé des rapports avec Adjani ou ça fait longtemps que je l'ai pas vue, mais en tout cas, elle a été très sympa parce que à chaque anniversaire de ma fille aînée, enfin quand elle était petite, je recevais un cadeau. Et ça m'a vraiment touché. Et puis il y a une autre star aussi que vous avez rencontrée, c'est Catherine Deneuve, Jackie. Oui, alors je me suis d'abord occupé de son album parce que c'était produit par Serge Gainsbourg. Oui. Et Serge me dit, bah tiens, tu vas t'occuper de Deneuve. Je dis, bah si tu veux, ouais.
Mais là, elle est à Biarritz, donc tu vas venir avec moi. Elle tournait le film d'André Téchiné, Hôtel des Amériques, avec Patrick Devers. Et j'arrive, moi j'avais 27 ans à l'époque, j'arrive à l'Hôtel du Palais, voilà une chambre, et il me réserve une suite. Je ne savais même pas que ça existait, moi. Donc je me retrouve à 26 ans dans une suite à l'Hôtel du Palais, qui payait lui, hein, c'était même pas un phonogramme, ils s'en foutaient, allez hop, éclate-toi. Et puis après, et justement, j'ai rencontré Catherine Deneuve, Patrick Devers, Isabelle Adjani, c'est le jour où je l'ai rencontré, qui à l'époque sortait avec Bruno Nuiten, qui était le chef, enfin qui était le chef op, voilà. Ouais. Et je me suis retrouvé à 26 ans à dîner avec Isabelle Adjani, Catherine Deneuve et Patrick Devers, et Serge Gainsbourg. Voilà. Et Deneuve était quelqu'un de très drôle avec qui vous avez créé des complicités. Ah oui, très très drôle. C'est le contraire de ce que j'imaginais, même beaucoup d'humour. Ah oui, oui. Et elle est venue dans Platine 45. Elle est venue dans Platine 45, absolument. Qu'est-ce qu'elle a fait? Bah là, j'ai eu le trac. C'est la seule fois où j'ai un vrai trac. Je ne sais pas ce qui s'est passé. J'ai eu le trac. Bah là, elle m'a mis en confiance. Elle a décodé. Elle a raconté des histoires. Non, c'était bien. C'était bien. Il faut savoir aussi que Catherine Deneuve a la réputation d'être très drôle. Par exemple, quand elle était au Japon dans une discothèque, elle prenait des seaux de glaçons qu'elle mettait sous les fesses des autres participants. Oui, ça m'étonne pas. Ça m'étonne pas de Catherine Deneuve. Et les seaux de glaçons et les seaux d'eau, vous en avez reçu sur la tête? Ah, énormément. Oui, pendant 10 ans, le temps du Club Dorothée, parce que Jean-Luc Azoulay, le producteur du Club Dorothée, il adorait quand je recevais de l'eau sur la figure. Oui. Donc il y avait le jeu de l'ABC, il y avait les trois animateurs, mais ça arrangeait toujours pour que ce soit moi qui s'est choisi. Et en plus, le mercredi après-midi, il y avait un jeu qui s'appelle le Jackie Saut, par rapport au Jackie Show que je présentais. Et donc, tous les mercredis après-midi, Dorothée me versait un seau d'eau sur la figure. Il fallait que les téléspectateurs trouvent l'heure, la minute et la seconde où je recevais le seau. Ça le faisait hurler de rire, Jean-Luc. Et vous, moi, mais bon, à la fin, bon, allez. Et comment c'est né, cette idée? Bah, c'est lui. C'est sur scène. Quand je faisais des comédies musicales avec Dorothée, j'en recevais un, donc il m'a dit, on va faire ça en télé. Que vous avez démarré avec Dorothée en faisant l'épouvantail dans Dorothée Tambour Battant, qui était au Champ de Mars. Oui. Jackie Jack, l'horrible épouvantail. Ouais, qui était l'épouvantail. Mais vous aussi, vous avez fait de la scène avec Dorothée? Oui, c'est arrivé aussi. Oui. Qu'est-ce que vous faisiez? Non, bah, moi, vous voulez que je le dise? Non, allez, on garde. J'ai été dans Pas de pitié pour les croissants. Oui. Comme vous. Vers de terre? Vers de terre. Et vous êtes Pas de pitié pour les croissants, c'est aussi un énorme souvenir. Ah bah oui, c'était hallucinant. Là. Jean-Luc Azoulay, il a toujours été novateur, de toute façon, Jean-Luc. Mais là, il avait 30 ans d'avance, quoi. Ah oui, c'était drôle. C'est-à-dire que vous êtes... C'était des petites scénettes, on était costumés. Ah oui, on invitait toujours des vedettes. Ah oui, c'était vraiment drôle. Oui, c'est comme ça que je me suis retrouvé en vers de terre avec une sorte de radiateur autour. Mais ça vous allait très bien, Jean. Ça, parfaitement. Ma famille a apprécié. Oui. Alors, le Club Dorothée s'est arrêté. D'ailleurs, moi, je me souviens que Dorothée, un jour, prend le métro et il y a un type qui lui dit, qu'il la regarde, il fait écouter. Depuis que vous n'êtes plus à la télé, maintenant, tous les mercredis après-midi, on est au poste de police. C'est fou l'impact du Club Dorothée. Impact, on était les babysitters, quoi. Moi, on en parle encore maintenant. Il n'y a pas un jour, on ne parle pas du Club Dorothée. La phrase magique, c'est « tu as bercé mon enfance ». Voilà. C'était 10 ans de folie aussi, de travail comme un fou. Ah bah on voyait pas le jour, on voyait pas la nuit non plus, remarque. On travaillait comme des fous. Mais j'adorais ça. Et aujourd'hui, vous êtes sur IDF1 avec Jackie Laflux Propre. Oui, c'est ça. Alors c'est un talk show qui passe de 17h30 à 18h30 où j'ai des invités. J'ai une poule qui s'appelle Sandrine, une poule fermière, pas une poule de luxe. Pourquoi une poule? Je sais pas, c'est Jean-Luc Azoulay, le producteur, qui me dit tu vas présenter avec une poule, et je lui parle, elle me répond. Voilà. Elle me répond parce que j'ai un espèce de teasing là, comme ça. Et donc j'appelle le président de la République à la fin de chaque émission. Donc j'ai appelé Sarkozy, Hollande et Macron. Je les ai jamais, mais il faut surtout pas que je les ai. Les gens peuvent m'appeler, voilà, c'est une folie, quoi. Mais cette folie, vous êtes finalement le dernier à la suivre, à la vivre. J'ai l'impression, c'est ce qu'on me dit, c'est la dernière émission un peu rock'n'roll du PAF, quoi. Voilà. Mais cette folie, vous l'avez toujours eue en vous, finalement, même. Oui, mais avant, je ne savais pas. C'était enfoui, puis c'est parti, quoi. Et l'avenir, maintenant, Jackie? Je ne sais pas trop. L'avenir me le dira, comme on dit. Voilà. Vous avez fait tellement de choses, vous pouvez encore en faire beaucoup? Oui. J'ai envie d'en faire beaucoup, oui. De toute façon, il n'y a pas de retraite dans ce métier. Non. Et en attendant, il y a ce Platine 45, ces 2 DVD que je recommande à celles et ceux qui se souviennent de Platine 45 et celles et ceux qui le découvriront. C'est une émission unique et c'est chez Marianne Mélodie. Voilà. Merci Jacques. Merci beaucoup Jackie. Et continuez à travailler longtemps et à être fou. Merci beaucoup. Restez jeune. Les clés d'une vie, c'est terminé pour aujourd'hui. On se retrouve bientôt. Restez fidèles à l'écoute de Sud Radio.